on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julie. J'ai fait l'académie il y a 2 ans, donc c'est comme ça que j'ai connu Avenir Climatique. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du rapport entre les femmes et le réchauffement climatique et comment les femmes sont impactées dans le monde par le réchauffement climatique. Donc j'ai voulu faire cette présentation suite à une expérience de 6 mois que j'ai réalisée en Inde dans le cadre d'un service civique où je travaillais pour une ONG qui fait du micro-développement auprès de femmes défavorisées du sud de l'Inde. Donc suite à cette expérience, j'ai voulu creuser avec du coup cette recherche que j'ai menée et que je vous présente ici. Donc c'est les résultats de cette recherche. Mes travaux sont principalement, c'est un mélange entre des ressources académiques, des données des grands organismes internationaux et puis surtout de savoir chaud, donc de choses que j'ai pu vivre et donc de mes observations, donc qui sont bien sûr subjectives. Donc on va commencer dans le vif du sujet. En quoi est-ce que le climat affecte particulièrement les femmes dans le monde et en quoi est-ce que les inégalités de genre sont creusées par le réchauffement climatique. Je tiens à préciser que je vais surtout m'intéresser aux pays à faible revenu ou en voie de développement ou les pays du Sud, on peut les appeler de plein de manières différentes. Donc le premier point, c'est que les femmes sont tout d'abord les personnes les plus pauvres dans le monde. En effet, elles représentent 70% des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est-à-dire les personnes qui gagnent moins de $1 par jour. Donc 70% sont des femmes. Et également, le rapport du GIEC place en préoccupation principale les inégalités de genre comme conséquence du réchauffement climatique. Enfin, l'accroissement des inégalités de genre, plutôt. Donc le premier point duquel je vais vous parler, c'est que les femmes dans le monde partent d'assez loin. Elles sont déjà victimes d'un certain nombre de déterminants sociaux, économiques, politiques, culturels, et qui impliquent donc des relations de pouvoir, des rapports de domination, dont découle une certaine vulnérabilité qui est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Donc ici on a une carte qui représente l'indice d'inégalité de genre dans le monde, donc IIG, qui agrège 5 critères. La part des femmes actives dans la population, le niveau d'instruction primaire, secondaire, la représentation parlementaire des femmes dans le pays, la fécondité chez les adolescentes et la mortalité maternelle. Donc ces 5 critères agrégés, ils en ont fait un indice qui permet de situer le niveau d'inégalité dans un pays. Donc en rouge foncé, c'est les pays les plus inégalitaires. Et en gris, les pays avec le niveau d'égalité le plus respectable, disons. Donc on voit que les pays les plus inégalitaires envers les femmes sont les pays qui sont situés sous l'équateur, donc dit les pays à faible revenu. Donc on voit qu'il y a un lien entre le niveau de revenu de développement et les inégalités de genre dans un pays. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité m'intéresser tout particulièrement à ces pays-là. Donc voilà, comme je le disais, un certain nombre de déterminismes socio-économiques. De là dépend aussi un accès qui est inégalitaire aux ressources économiques, ressources culturelles, ressources sociales et environnementales également. Donc ça, je reviendrai dessus plus tard. Si on veut détailler du coup ces ressources, ces limites dans le pouvoir, dans l'accès aux ressources des femmes dont elles disposent, bien tout d'abord le pouvoir économique qui est limité. En effet, les femmes, elles ont un accès plus limité aux ressources financières. Premièrement, elles ont beaucoup de mal à... Là, toujours, je parle dans des pays à faible revenu. Elles ont du mal... Je crois qu'il y a des gens qui veulent entrer, si quelqu'un peut aller leur ouvrir. Je vois des petites têtes qui dépassent. Ah, c'est bon. Donc, elles ont du mal à accéder à des prêts bancaires. Elles représentent 13% des propriétaires fonciers dans le monde. Et quand elles sont propriétaires, leur droit est souvent remis en question. Elles disposent également de peu de capital, donc si on parle du secteur agricole, peu d'engrais, de semences, de machines, mais également peu d'informations. Donc toujours dans le secteur agricole, imaginons une agricultrice qui serait éventuellement propriétaire de son terrain. Ça va être plus difficile pour elle d'accéder à des formations, aux prévisions météorologiques, aux conseils d'experts. Donc tout cela, en fait, ça limite sa capacité de développement de son activité.
Un autre aspect, c'est également les contraintes sociales qui peuvent exister dans son pays. Donc notamment la charge familiale, donc elle a à charge une famille entière. Les rapports qu'elle peut avoir avec son mari, notamment des rapports de domination. Et puis également toutes les normes culturelles de son pays qui contribuent à son manque de liberté. Donc tout cela a pour conséquence le fait que globalement elle gagne moins d'argent que son mari, qu'on lui donne pas assez de responsabilités et que du coup elle prend moins de responsabilités également. Dans la société, elle a moins de responsabilités. Elle se tourne également plus vers des activités qui sont, des petites activités, mais de nombreuses petites activités, puisqu'elle a des activités qui sont du coup instables. Donc le matin, par exemple, elle va travailler au champ, le midi, travailler dans un magasin et l'après-midi, ramasser des déchets. Donc tout ça, ça en rend son travail très précaire et instable. Elle n'est pas sûre l'après-midi de trouver du travail, par exemple. Donc ça participe également à son exclusion en fait, de la prise de responsabilité dans la communauté, et donc son ascension sociale en est largement affectée. Un point également, c'est que de plus en plus les hommes sont amenés à migrer vers les villes pour se tourner vers des activités non agricoles, que les femmes du coup restent dans les villages et sont amenées à travailler, à remplacer les hommes dans les champs, mais donc on leur demande de prendre plus de responsabilités dans la part de la production économique, mais on ne leur donne pas du tout les moyens de se développer. Donc toujours, là je fais référence au manque de ressources économiques, sociales et environnementales que j'ai évoqué juste avant. Donc ça c'est la situation actuelle. On peut s'intéresser maintenant à en quoi le réchauffement climatique aggrave en fait cette situation. Bien tout d'abord, le réchauffement climatique il a un impact sur la charge de travail qu'elles ont déjà. Donc on a vu que les femmes sont souvent chargées de fournir en eau, en alimentation, en bois de chauffe le foyer. Le réchauffement climatique a un impact sur ces ressources environnementales. Et donc, leur travail en est... elles doivent plus travailler. Donc, par exemple, pour l'alimentation, les terres sont de moins en moins fertiles. Elles doivent travailler de plus en plus longtemps pour fournir la même la même quantité de nourriture. Ou bien, elles doivent aller chercher de plus en plus loin de l'eau ou du bois de chauffe. Donc ici, une infographie de l'ONU qui nous montre, qui résume du coup, avec cette goutte d'eau, le total d'heures passées dans 25 pays d'Afrique par jour par les femmes. Donc, dans 25 pays d'Afrique subsaharienne, les femmes ont passé 16 millions d'heures à aller chercher de l'eau par jour, les hommes seulement 6, les enfants seulement 4. Un autre chiffre assez parlant, c'est qu'au Sénégal, en moyenne, les femmes passent 17 heures par semaine à aller chercher de l'eau et du bois de chauffe. J'ai pas le chiffre pour les hommes dans ce pays, mais on peut imaginer que c'est bien moindre. Donc voilà, distance de travail rallongée, ce qui a pour conséquence une surcharge de travail énorme. Donc, bien évidemment, les changements climatiques ont un impact et pour les hommes et pour les femmes, mais il est d'autant plus insupportable pour les femmes qu'elles sont déjà investies dans de nombreuses tâches de la vie quotidienne, de la sécurité alimentaire de leur foyer. Un deuxième point, c'est l'impact du changement climatique sur leur santé en termes de violence, de stress, de maladie. Dans la plupart des cas, les femmes sont plus à même de souffrir d'insécurité alimentaire puisque ce sont les dernières à se nourrir quand il y a à manger. Donc d'abord, elles nourrissent leurs enfants, les personnes âgées du foyer, leur mari, et ensuite, s'il reste quelque chose, eh bien, c'est elles. Donc c'est d'autant plus grave dans un cas de crise climatique, enfin de phénomènes catastrophiques, où les ressources sont bien sûr limitées. Également, elles sont plus vulnérables face aux maladies, notamment les maladies qui sont transmises par l'eau. Enfin, il y a un grand nombre de maladies transmises par l'eau qui sont des maladies gynécologiques, donc qui affectent plus les femmes, et également plus vulnérables par rapport aux grosses chaleurs, surtout quand elles sont enceintes, bien sûr. Un autre point, c'est également l'augmentation des violences lors de crises climatiques. Donc, imaginons un cas d'inondation où le dispositif de sécurité il peut être brisé. Les femmes sont plus à même d'être victimes de violences, notamment sexuelles, dans ce genre de cas. Et enfin, un dernier chiffre assez parlant, c'est le fait que les femmes et les enfants sont 14 fois plus susceptibles de mourir lors d'une catastrophe climatique. Donc les catastrophes tuent plus de femmes et surtout à un âge plus jeune que les hommes.
Ça, c'est principalement dû au fait qu'on leur apprend très peu ou pas du tout à nager et à grimper aux arbres. Donc ça, dans le cas d'inondation, bien sûr qu'elles sont plus victimes puisqu'elles ont moins de chances de se battre pour leur survie. Un autre fait aussi, c'est qu'elles sont à la charge de la famille. Donc elles doivent aider les enfants, les personnes âgées à s'échapper, enfin à fuir, et donc ça ralentit leur propre fuite. Donc en fait, on revient toujours à ce point de, dans ces pays-là, les femmes prennent en charge mentale mais aussi physique en fait, la survie du foyer entier. Les hommes sont pas du tout absents, c'est juste qu'ils ont plus de chances eux aussi de s'en sortir. Voilà, donc on a vu en quoi le réchauffement climatique aggravait ces inégalités. On peut maintenant s'intéresser à pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça change. Le premier argument, c'est que les femmes représentent 51% de la population mondiale. Donc si on les laisse de côté, il y a quand même un petit problème. Et puis surtout que on ne peut pas effectuer de transition sans s'occuper d'elles et sans limiter les risques auxquels elles font face déjà. Je m'intéresse ici particulièrement aux exploitations agricoles, puisque les femmes produisent dans certains pays, les femmes produisent jusqu'à 60 à 80% des cultures vivrières. Et il y avait une infographie tout à l'heure que je ne l'ai pas dit à l'oral, mais qui montrait que en Afrique subsaharienne et en Asie, les femmes, 60% des femmes travaillent dans l'agriculture. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'intéresser spécifiquement à ce secteur d'activité. Donc cette carte à droite nous montre les baisses de production agricole liées à une augmentation de plus 3 degrés dans le monde. Donc les pays en rouge, c'est ceux qui sont très affectés par la hausse des températures, les pays en vert moins affectés. Donc en rouge, ça représente moins 50% de productivité, et en vert, plus 100%. Donc, alors oui, il y a des pays où la hausse de la température va permettre d'avoir plus de nourriture, mais c'est malheureusement pas du tout la majorité, et c'est surtout les pays déjà les plus riches en fait. Donc il est important de s'intéresser à quel impact le réchauffement climatique a sur ces activités économiques. Le premier point, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la population mondiale, elle, augmente. Les prévisions tablent sur 10 milliards à 2050. Donc tout ça, c'est des bouches à nourrir en plus. On les nourrit comment ? Soit en limitant nos gaspillages alimentaires, en changeant nos modes d'alimentation, mais surtout en augmentant la productivité de nos parcelles agricoles. Donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir l'aide des femmes, puisqu'elles produisent entre 60 et 80% de l'alimentation. Donc on ne peut pas les laisser de côté. La FAO, donc l'organisme de l'ONU qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, nous dit que si les femmes avaient un accès égal aux ressources, donc à l'information, aux propriétés foncières, aux prêts bancaires, et bien sûr aux machines, aux semences, etc., elles produiraient 20 à 30% de plus avec la même surface. Également, un autre chiffre, c'est que quand elles ont accès aux mêmes ressources, elles produisent 7 à 23% de plus que les hommes. Ça, c'est une chercheuse qui s'appelle Bina Agarwal, dont je reparlerai juste après, qui a mis en avant cette différence. Donc ça a pour conséquence, d'abord, une action de lutte contre la faim dans le monde, puisqu'on produit plus de nourriture, et on renforce la résilience des populations les plus pauvres. Donc les populations arriveront à mieux nourrir leur famille, la communauté. Les femmes auront davantage de revenus puisqu'elles pourront vendre plus de production. Et un autre chiffre là de la FAO nous dit que quand les femmes gagnent plus d'argent, 90% de leurs revenus, elles les réinvestissent dans la famille ou dans la communauté. Tandis que les hommes, seulement 30 à 40%, et le reste, ils le dépensent pour autre chose. C'est également un moyen de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Puisque quand on augmente la densité, la productivité sur une parcelle agricole, c'est la forêt d'à côté qu'on n'aura pas besoin de déforester pour produire cette quantité de nourriture. Donc je reviens à Bina Agarwal, qui est une chercheuse de l'université de Manchester et qui nous propose un certain nombre de mesures à mettre en place pour aider ces femmes à la tête de petites exploitations agricoles. Le premier, ça serait d'affirmer leur statut d'agricultrice et non plus d'ouvrière agricole. Ça leur permettrait d'être plus indépendantes vis-à-vis de leur mari, plus légitimes. Ça affirmerait en fait ça serait une manière de reconnaître
la valeur ajoutée qu'elles apportent à l'économie. Deuxième point, ça serait de garantir leur propriété foncière. Et du coup, qu'elles soient propriétaires, là encore, légitimes, indépendantes et sans la médiation d'un homme. Le troisième point, ça serait d'améliorer leur accès à la formation et aux ressources, donc encore une fois, ressources économiques et techniques, etc. Notamment via le microcrédit. Et enfin, d'encourager les démarches collectives, notamment via des systèmes de coopératives. Donc ce point-là, il est particulièrement important et intéressant, puisque dans un contexte de changement climatique où on a besoin d'une flexibilité, d'une adaptation rapide, notamment dans le secteur de l'agriculture, où par exemple une culture peut être décimée d'une année à l'autre, bah, c'est intéressant de tout de suite rebondir et de pallier à cette dévastation. Et donc quand des femmes, des personnes de manière générale, mais là en particulier des femmes, se mettent en groupe, partagent des informations, des connaissances qu'elles ont eues de par leur expérience précédente, et surtout qu'elles partagent les ressources financières, les connaissances et les risques de pertes économiques, c'est d'autant plus intéressant puisque ça va permettre une meilleure adaptation face à ces risques environnementaux. Un autre point, c'est celui de la planification familiale. Donc, vous le savez, ce sont les femmes qui font les enfants. Donc, le fait d'informer en fait, sur des méthodes de contraception et des bienfaits de la contraception, ça a un impact sur le bien-être de tous. Donc, tout d'abord, ça a un impact sur les femmes, puisque planifier le nombre d'enfants et le rythme auquel on souhaite avoir des enfants, c'est pour une femme d'abord une question d'autonomie, d'indépendance, et puis de bien-être, en fait, de santé, quoi. Donc, ça, c'est l'ONU qui nous dit ça. Dans les pays à faible revenu, chaque année, il y a 74 millions de grossesses qui sont non désirées. Avec tous les impacts que ça a sur leur santé, sur l'économie sur tout le système en fait, du pays. Donc, donner un droit fondamental donner l'accès à ce droit aux femmes, donc le droit à la planification familiale, c'est avant tout une question de bien-être de la société en fait. C'est aussi un moyen de freiner la croissance démographique, bien sûr. Et donc, c'était mis en avant par le rapport du GIEC en 2014, que c'était une des actions les plus efficaces que de faire moins d'enfants. Une des actions les plus efficaces pour limiter les émissions de gaz à effet de serre que de faire moins d'enfants. C'est un sujet qui est quand même un petit peu controversé, puisque on peut se demander si on ne porte pas atteinte aux libertés des gens, de leur dire faites moins d'enfants ou de les obliger à faire moins d'enfants. Comment est-ce qu'on les oblige à faire moins d'enfants ? On ne peut pas trop dans un système démocratique. Mais c'est également plus compliqué que ça, puisqu'on n'émet pas des gaz à effet de serre de la même manière selon qu'on habite aux États-Unis ou bien au Vietnam. Donc là aussi, il faut prendre ça en considération dans les politiques mises en place. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder, c'est l'éducation des femmes et des petites filles. En quoi est-ce que ça pourrait permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre ? Donc, quelques chiffres sur l'éducation des femmes dans le monde. Aujourd'hui, 130 millions de filles sont privées d'éducation dans le monde. En Asie du Sud, c'est moins de la moitié des filles qui vont à l'école secondaire. En Afrique saharienne, c'est 75% des filles qui commencent l'école et seulement 8% qui vont jusqu'à la fin du cycle secondaire. Donc on voit que dans ces pays, en tout cas, c'est un droit qui est largement remis en question. Enfin, qui est à développer, quoi. Là encore, éduquer les petites filles, c'est un moyen de contrôler la démographie, puisque une femme qui a fait de longues études est plus à même de gérer sa contraception, donc de faire moins d'enfants, et de les élever en meilleure santé, donc de baisser la population de son pays. Ça a l'air très utilitariste comme point de vue, ça m'a pas mal choqué en fait ce genre d'argument, mais je trouve ça quand même intéressant et c'est à mon avis à prendre en compte en tout cas.
Mais c'est pas seulement baisser la population, c'est aussi un certain nombre de retombées socio-économiques sur leur vie. Une femme qui a fait des études est plus à même d'avoir un poste à responsabilité plus élevée et donc de gagner plus d'argent et de placer également ses propres enfants dans une école et surtout qu'ils aillent à l'école jusqu'au bout. C'est également elles sont moins à même, les femmes qui ont suivi une éducation sont moins à même de tomber malades ou bien de se soigner quand elles sont malades. Donc ça a un impact sur leur santé et elles sont moins à même d'être mariées enfants ou d'être mariées contre leur volonté. Donc on voit que ça a ça a de nombreux impacts sur leur vie de manière générale et c'est un levier, l'éducation c'est un levier assez intéressant pour rompre le cycle de la pauvreté, quoi. C'est également un moyen de rendre les systèmes plus résilients face au changement climatique. Là, j'aimerais parler du lien entre les femmes et la nature, qui n'est pas évident dans nos pays occidentaux, mais dans des pays à faible revenu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent, que les femmes ont cette sensibilité à la nature et qu'elles ont vachement de connaissances là-dessus, et qu'elles les exploitent plus ou moins. Mais le fait de suivre une éducation, ça permet, dans un cas d'exploitation agricole, encore une fois, de faire appel à ces cultures ces savoirs qu'elles ont hérités de leurs ancêtres, par exemple, de les combiner à ce qu'elles ont pu apprendre à l'école et de les utiliser dans leur exploitation. Donc là encore, dans l'idée d'adaptation face au changement climatique, d'utiliser ces savoirs pour mieux faire face aux aléas et aux conséquences sur l'agriculture. Voilà. Et enfin, donc toujours dans cette dynamique de résilience, une femme qui a suivi une éducation est plus à même de s'en sortir quand il y a une crise climatique. Donc elle saura peut-être mieux nager ou bien mieux être à l'écoute des informations qui peuvent être transmises en cas de crise. Donc tout ça fait que ça lui permet de mieux s'en sortir lors d'une crise. Du coup, pour l'infographie qui est à gauche résume un petit peu ce que je viens de dire sur l'éducation. Donc le fait qu'une petite fille ait suivi 9 ans, qu'elle soit allée 9 ans à l'école, ça lui permet d'augmenter son salaire. Comme je disais tout à l'heure, quand elle gagne plus d'argent, elle a plus tendance à le réinvestir dans sa famille. Et donc une fille qui est allée à l'école a moins d'enfants et elle met ses enfants à l'école. Donc c'est un cercle un peu vertueux. Voilà, donc pour conclure un petit peu tout ça, ma présentation c'était pour mettre en avant du coup quels sont les secteurs sur lesquels il faudrait agir du coup. En quoi est-ce que les femmes sont plus affectées, plus vulnérables face aux effets du changement climatique et où est-ce qu'il faudrait agir si on était dirigeant de l'ONU par exemple. C'est pas notre cas, mais je pense que c'est intéressant quand même d'avoir ça en perspective. Et puis également, je voulais faire un peu un parallèle avec nos sociétés, puisque vous avez remarqué que je parle que de pays à faible revenu. À mon sens, là c'est une réflexion très personnelle, mais on est très loin de cette situation, mais on n'est pas quand même parfait non plus. Et je pense que donc affaire à suivre avec notamment les autres causeries qui ont été présentées ou qui seront présentées. Mais je trouverais ça intéressant de faire des parallèles entre les sociétés pays à faible revenu et notre société. Et du coup, je pense que le débat qui suit est peut-être le moment de faire ça. Et puis de poser vos questions, du coup, si vous en avez. Voilà.